Bienvenue dans ce deuxième épisode des Storytime. Aujourd'hui, on va parler de la sélection. Pour rappel, j'ai passé la sélection à la fin du M1 pour rentrer en Master 2, ce qui est bien différent de ce qui se passe actuellement, puisque la sélection est à la fin de la L3 pour rentrer en Master. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Encore une fois, chaque parcours, chaque expérience est unique, mais j'ai envie de vous faire un retour d'expérience car vous êtes très nombreux à paniquer, à angoisser et à stresser concernant cette très grosse étape du parcours étudiant de psychologie. Vous allez voir au fur et à mesure de mes explications que je n'étais pas l'élève parfaite ni l'élève modèle, mais j'ai à cœur en tout cas de vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Je vais essayer vraiment de rendre le plus dynamique possible cette histoire-là. Si jamais vous trouvez que la vidéo est longue, n'hésitez pas à accélérer la vitesse de lecture ou pourquoi pas la regarder en plusieurs fois. À la fin de mon M1, j'avais donc réalisé un mémoire, un très gros stage. C'était le premier gros stage que je réalisais, qui était un stage de 200 heures minimum, et j'avais également validé du coup avec la moyenne de 12 sur 20. Donc c'était quelque chose qui me semblait très important d'avoir une bonne moyenne. J'avais donc beaucoup travaillé sur cette année. Encore une fois, avec toujours un peu de recul, je me dis que finalement j'avais pas autant travaillé que ce que j'aurais pu faire, mais ça me tenait à cœur en tout cas de réussir dans de bonnes conditions mon Master 1. Pour rappel, comme la sélection se faisait à la fin du M1, c'était vraiment l'année de M1 qui était prise en compte. Maintenant, c'est vraiment l'année de L3 qui est prise en compte pour sélectionner les étudiants à l'entrée du master. Dès l'entrée en M1, j'ai eu qu'un objectif, c'était vraiment être sélectionnée. Tout mon projet pro avait été orienté vers le métier de psychologue. Je ne me voyais faire rien d'autre que ce métier-là. C'est ça qui générait aussi beaucoup d'angoisse. Pour commencer, ça me semble important de vous donner quand même quelques précisions sur mon profil. Alors, loin de moi l'envie de caricaturer les étudiants ou encore une fois de poser des étiquettes, mais on va dire que j'étais vraiment une étudiante beaucoup plus ancrée sur le terrain, dans la clinique, que sur la théorie, c'est-à-dire avoir le nez dans les bouquins et à vraiment bûcher mes partiels à fond, à faire des exposés tout le temps, à lire, etc., etc. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la licence, mais il faut vraiment garder ça en tête, puisque mon dossier de candidature a véritablement été orienté sur la clinique, sur le terrain, et non justement sur mes notes. Début juin 2017, j'ai commencé à faire mes premiers dossiers de candidature pour la sélection en Master 2. J'avais candidaté dans 10 masters, 1 à Caen, 4 en région parisienne et 5 autres partout en province, dans des villes qui étaient d'ailleurs très éloignées de ce que je souhaitais déjà au niveau du master, mais également un éloignement géographique avec lequel je ne me sentais pas forcément très à l'aise. Donc déjà pour ces 5 derniers dossiers, tous ceux qui n'étaient pas ni sur Paris ni à Caen, il faut savoir que je me suis complètement auto-sabotée, c'est-à-dire que j'ai rempli les pièces justificatives par-dessus la jambe, je n'ai pas du tout bossé correctement ces dossiers de candidature-là. Avec du recul, je me dis que c'était vraiment de l'auto-sabotage, mais quand j'étais vraiment le nez dedans, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'émotions négatives, ce qui fait que du coup, je ne me suis absolument pas donné les chances d'être sélectionnée. J'ai réussi à retrouver certaines pièces justificatives que j'avais envoyées, j'avais fait une lettre de motivation avec des fautes, j'avais un CV qui était absolument pas attractif, et surtout, mon projet pro ne donnait aucune envie de me prendre, parce que mon projet pro n'était pas construit, alors que dans ma tête, il l'était, mais sur le papier, ça rendait vraiment n'importe quoi. Donc prenez le temps vraiment de bien bosser ces 3 pièces justificatives. Oui, les notes sont importantes, oui, la sélection a évolué et elle n'est pas la même maintenant qu'elle n'a pu être de mon époque au moment où je l'ai passée, mais c'est très important de ne pas sous-estimer le CV, la lettre de motivation et le projet pro. Bien évidemment, je vous renvoie à ma grande vidéo sur le dossier de candidature où vous allez pouvoir aussi trouver plein d'informations sur le projet de recherche, sur le projet de stage, etc. Mais en tout cas, c'est très important de garder à l'esprit que ces 3 pièces justificatives-là sont super importantes. Donc dans mon cas, je ne les avais pas du tout bossées pour les 5 facs de province. J'avais énormément travaillé pour Caen, c'est-à-dire ma fac d'origine, je voulais vraiment y aller, et également pour les facs parisiennes. Ça me tenait très à cœur d'être dans une fac parisienne, mais pareil, quand je regarde avec beaucoup de recul et encore une fois beaucoup de bienveillance ce que j'ai pu faire, c'était vraiment la catastrophe, ça ne tenait pas du tout la route. Et puis en plus, je pense que inconsciemment, j'étais pas très motivée à quitter ma ville d'origine, ma fac d'origine, avec tout ce qui est lié, hein, les amis, la famille, etc. Je me sentais vraiment en sécurité et j'aimais énormément la fac de Caen, je l'aime encore d'ailleurs énormément, j'y garde d'excellents souvenirs, même si l'année de M1 était très violente niveau mauvaise ambiance dans le M1, niveau compétition, tout ça a fait qu'à un moment j'ai quand même réussi à me dégager de cette vision-là et à passer un très bon master et même une très bonne licence, puisque je garde de la licence un excellent souvenir. Quoi qu'il en soit, concernant le dossier de candidature à Caen, il y avait énormément de pièces justificatives auxquelles je ne m'y attendais pas. Les profs étaient restés très flous quant aux critères de sélection, mais également quant aux pièces justificatives à fournir, ce qui fait qu'au moment où sur internet j'ai dû téléverser mes pièces justificatives, ça a été un petit peu la panique. Je m'étais pas trop rendu compte de tout ce qu'il fallait. Sur le site internet, c'était très certainement inscrit, mais alors moi j'étais à 10 000 lieues d'aller essayer de chercher des infos.
J'attendais un peu que les infos me tombent dessus, comme si le matin en me réveillant j'allais avoir sur ma table de nuit un dossier tout prêt. Et du coup j'ai énormément procrastiné, mais vraiment jusqu'au dernier moment. J'ai rendu mon dossier pour quand le dernier jour, presque à la dernière minute. Il me semble que le serveur devait fermer à minuit. J'ai dû envoyer ma dernière pièce justificative à 23h58. Et ça, je ne vous le conseille pas du tout. C'est extrêmement stressant. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un problème de pièce justificative, d'avoir un problème de connexion Internet. Et c'est atroce de s'imaginer qu'on peut louper une sélection à cause d'un problème de connexion juste parce qu'on s'y est pas pris à temps. Donc un premier conseil vraiment dans cette vidéo, si vous devez en retenir un, c'est de prendre son temps pour faire les candidatures, de vraiment les peaufiner jusqu'au dernier moment, mais de ne pas tout envoyer vraiment à la date limite. Les deadlines dans la vie, c'est important, ça nous booste, surtout quand on procrastine beaucoup, mais c'est quand même important de prendre du temps, de prendre du recul pour penser en amont son dossier de sélection. Il y avait donc beaucoup de pièces justificatives à donner dans ce dossier-là. Je vous les écris juste ici parce que là, tout de suite, au moment où je tourne cette vidéo, je ne les ai pas en tête, mais j'avais vraiment énormément bossé mon projet professionnel. Pour rappel, j'avais obtenu la note de 16 à mon TER de L3 et également à mon mémoire de Master 1, et pareil pour les stages. Donc je partais déjà avec des grosses bonnes notes dans ces matières-là, alors que pour le coup, sur le contenu théorique, sur les cours, j'avais vraiment une moyenne qui était très approximative, en tout cas qui ne me plaisait pas. J'avais entre 11 et 12, ce qui reste une bonne moyenne. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que 12 c'est une mauvaise moyenne, bien au contraire, c'est très compliqué d'arriver à plus de 12 de moyenne, mais c'est vrai que je pensais avoir plus. Et surtout, les profs nous martelaient l'esprit qu'un dossier qui n'a pas 12 de moyenne ne peut pas être sélectionné. Et pour le coup, j'en suis la preuve vivante. Encore une fois, peut-être que c'est différent maintenant, je pense que la sélection est devenue de plus en plus dure et regarde peut-être plus les notes, mais gardez à l'esprit quand même que si vous avez une bonne note de mémoire, si vous avez vraiment un projet pro très construit, ça peut largement mettre de côté des résultats un peu plus moyens. Je mets des guillemets encore une fois sur moyen. 12 de moyenne c'est génial, 11 c'est bien. Si vous avez 10, c'est important de vraiment bosser en amont votre projet professionnel, de pourquoi pas également imaginer la solution de faire une année de césure pour encore plus bouger votre projet pro, pour encore plus faire de stages, pour faire un service civique, etc., etc. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné, sachez que ce n'est pas la fin du monde. Bien évidemment, ça fait mal, bien évidemment, on est triste. Moi, je ne pouvais pas une seule seconde imaginer ne pas être sélectionné. Rien que d'imaginer à l'époque ne pas réussir à être sélectionné, c'était la fin du monde, je m'effondrais psychiquement, c'était impensable, mais c'est aussi intéressant de pouvoir penser à d'autres solutions. On parle des fameux plans B, oui ok, un plan B ça peut être intéressant, mais ne vous fermez pas l'esprit, ne vous encapsulez pas la vision avec juste un seul objectif. Pour moi c'était inimaginable, mais avec du recul j'aurais pu faire tout un tas d'autres choses et je pense que je me serais aussi éclatée dans un autre métier. Donc bien évidemment quand on a le nez dedans c'est super compliqué, on ne comprend pas, on se dit qu'on est fait que pour ce métier, surtout quand on a pensé depuis des années à ça, mais prenez le temps, prenez du recul. En tout cas, quand j'ai envoyé mon dossier à Caen, ça a été en moi un truc mais juste de malade. J'ai cliqué sur envoyer et à l'intérieur de moi, je sais pas, mais je pense qu'il s'est cristallisé une angoisse tellement forte que j'ai eu le ventre noué pendant 3 semaines. Je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, je pouvais rien faire, j'étais prostrée dans mon lit, presque en position fétale, la couverture sur la tête, en me disant qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas possible, ta vie dépend d'une réponse. Sachant que j'avais déjà eu quelques réponses négatives par rapport aux facs parisiennes, je ne vous donne même pas les motifs de refus que j'ai eu abracadabrantesques, comme quoi mon projet pro ne correspondait pas à l'intitulé du master alors que mon projet pro c'était l'intitulé du master, comme quoi mes résultats au mémoire ne coïncidaient pas avec les exigences du master. J'ai quand même eu 16 au mémoire, donc je me demande ce qu'ils attendaient comme note supérieure. Enfin bref, les motifs de refus en master, pour moi c'est vraiment du bullshit, ça ne sert à rien. Ce qui serait intéressant, c'est que les facs vraiment puissent justifier en quoi notre dossier ne correspond pas à leurs attentes, quitte à envoyer un plus long courrier, quitte à même nous donner des conseils, vraiment nous accompagner dans notre réflexion et surtout dans notre remise en question. Parce que je peux vous dire que pour avoir reçu une dizaine de refus, ça fait extrêmement mal, surtout quand on se rend compte que quand on n'est pas pris dans un master, ça diminue complètement nos chances d'être sélectionné et du coup de réaliser notre rêve d'être psychologue. C'est extrêmement violent et je pense que les facs minimisent quand même grandement ça. Alors bien évidemment, petit disclaimer, on n'est pas là pour venir casser les facs, leur boulot est extrêmement compliqué. Certaines facs reçoivent plus de 800 dossiers de candidature pour seulement 20 places, donc c'est extrêmement compliqué pour elles. Pour avoir discuté et échangé, parfois de manière virulente, avec des professeurs sur les réseaux sociaux, sachez que c'est très très violent pour eux également. Donc c'est violent pour les étudiants, c'est violent pour les universités, donc je pense que ça pourrait être intéressant de revoir un peu la manière dont on sélectionne les étudiants. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, c'est compliqué du côté des étudiants et du côté des universités, donc du côté des professeurs.
Pendant cette période des quelques semaines qui m'a paru être une éternité, je ne sais plus exactement combien c'est, j'ai pas réussi à retrouver les dates, mais en tout cas du moment où j'ai envoyé mon dossier au moment où j'ai eu la réponse pour l'oral, il s'est passé énormément de temps. C'était hyper long, ce qui fait que du coup je suis restée vraiment chez moi, j'avais la tête à rien du tout, je me rappelle que je restais des fois presque le regard dans le vide à fixer un mur, et un jour un membre de ma famille m'a dit ça suffit, viens, je t'emmène à Paris, on va se faire un petit week-end de là-bas. Du coup j'étais tranquillement dans les magasins en train d'essayer de me changer les idées, et je ne sais pas pourquoi, chose que je ne fais jamais, à un moment j'ai actualisé mes emails. Et en actualisant mes emails, j'ai vu un mail de l'université de Caen qui me disait du coup que j'étais sélectionnée à l'oral. Et là, je peux vous dire que plus rien n'existait autour de moi. J'étais rivée comme ça sur mon écran. Ça a été vraiment ce qu'on appelle un état de sidération, c'est-à-dire que tous les processus psychiques sont figés, on n'arrive plus à penser, on n'a plus aucune émotion, on est vraiment en freeze totale. Et je me souviens que le membre de ma famille a posé sa main sur mon épaule et a regardé en disant « Ah, mais c'est génial, c'est trop cool, etc. » Et moi j'étais là « Ouais, mais du coup je fais quoi? Comment? Est-ce que je rentre? Qu'est-ce que je fais ?» Enfin, vraiment un truc qui buguait, ce qui montrait à quel point je pouvais être investie émotionnellement dans cette sélection-là et à quel point une réponse, même positive, venait complètement faire un blackout dans mon petit cerveau d'étudiante. Donc quand j'ai eu ce mail-là, ça a été vraiment à la fin et au bout de quelques temps quand même de réaction, j'étais super contente, mais je me suis quand même dit ok, maintenant c'est l'oral, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas passer la sélection? C'était la dernière étape et j'avais toujours la trouille de me prendre les pieds dans le tapis à la dernière étape. Je me suis dit, t'as plus le droit à l'erreur maintenant, c'est vraiment l'université de Caen que tu vises, c'est vraiment là que tu veux aller, et ça me mettait une telle pression que j'étais à la limite des crises d'angoisse. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment renforcer les exercices de respiration, que je vais commencer à mettre en place dès la fin de la licence. Donc je vous incite à tester vraiment tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration, sophrologie, méditation. Tout ça, ça peut vraiment vous aider. Et encore une fois, il n'est jamais tard pour commencer, même quand on est dans une période de stress. Rien que le fait de respirer, de se poser, de se concentrer sur ses ressentis corporels, ça peut être vraiment top. Ensuite, la grande question, ça a été comment est-ce que je me prépare à l'oral? Ça, c'était la question qui sans arrêt me revenait à l'esprit. Est-ce que je me prépare? Est-ce que je me prépare pas? Est-ce que je prépare des questions? Est-ce que je prépare carrément un petit texte que je vais apprendre par cœur? Il y avait 25 000 questions qui tournaient en boucle et pour le coup, quand généralement ça tourne trop vite en moi, quand j'ai trop de questions, arrive ce qui arrive tout le temps et je me connais par cœur et ça n'a pas changé. Je ne fais rien, c'est-à-dire que quand les questions m'assaillent, à un moment, je me dis stop, trop de questions, tue la question, vas-y vraiment au feeling. Ce qui fait que je suis arrivée dans un état de stress mélangé à un espèce d'état de résignation. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'étais très résignée par rapport à ça. Je me suis dit, de toute façon, c'est la dernière étape. Tu sais pas à quelle sauce ils vont te manger. On n'avait aucune information sur le déroulé de l'oral. On ne savait pas le nombre de jurys qu'il y avait. On ne savait pas combien on était convoqués et donc combien on allait être sélectionné. On ne savait pas non plus combien il y avait de professeurs par jury. Je savais à peine où ça se tenait. On avait eu une indication d'une salle quand je me suis pointée. Bien évidemment, c'était pas la bonne salle. Ce qui fait qu'on a tous été convoqués à 10 heures. Mais quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre de passage, pas d'horaire de passage non plus. Donc il y avait 80 étudiants pour un master 2 en clinique qui étaient convoqués. Donc bien évidemment c'était l'été, bien évidemment il faisait très chaud, bien évidemment je m'étais fait toute jolie avec une jolie robe bleu ciel et j'étais littéralement en train de me liquéfier sur place, c'était la catastrophe. Je m'étais un petit peu maquillée, pas trop, alors là vous faites comme vous voulez, soyez vous-même le jour de l'entretien, il faut être à l'aise. Moi j'avais choisi une robe fluide, je m'étais pas trop maquillée parce que je me suis dit si à un moment tu te frottes les yeux, parce que oui j'avais carrément anticipé que j'allais pleurer, hein. Enfin la cata, c'était le scénario catastrophe que je m'étais anticipé. Faites attention aussi à vos bijoux, faites attention à ce... En tout cas, il faut vraiment que ça soit vous. C'est-à-dire, n'allez pas vous inventer un personnage, n'allez pas rentrer dans un code qui ne vous correspond pas. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui mettait un pantalon noir avec un chemisier blanc, ben n'en mettez pas en fait, parce que c'est pas vous. Moi, j'ai jamais porté de jean de ma vie, je me voyais pas me trimballer en jean le jour de la sélection ou même à un entretien d'embauche. Donc faites comme vous le sentez, faites-vous confiance vraiment. Alors bien évidemment, il y a des codes vestimentaires et des choses à respecter. Vous n'allez pas arriver en bikini, ça s'entend. C'est important aussi que la personne qui est en face de vous puisse vraiment voir qui vous êtes aussi au niveau de votre aspect vestimentaire. Pareil pour les tatouages, les piercings, le fait d'être pieds nus. Moi j'avais des sandalettes et on voyait mes doigts de pied. Peu importe en fait, vous êtes vous-même. Les tatouages, ça n'a jamais empêché personne d'être psychologue, les piercings non plus. Soyez vous-même et comme dit le fameux slogan, venez comme vous êtes, tout le monde va vous accepter et encore une fois, on est là pour savoir qui vous êtes, pas comment vous vous habillez ou ce que vous aimez, etc. En tout cas, je suis donc arrivée dans cette salle surchauffée, j'étais en panique, il était 10 heures, bien évidemment, je n'avais pas mangé parce que prendre un petit déjeuner avant la sélection, moi clairement, c'était le vomi assuré. Donc pour le coup, j'ai commencé à avoir faim parce que quand je stresse, soit j'ai pas faim, soit je deviens complètement boulimique.
Donc pour le coup, je commençais à avoir vraiment faim, il faisait très chaud, bien évidemment, j'avais pas prévu de bouteille d'eau, ce qui fait que je suis arrivée à l'entretien à 12h30, oui, 2h30 après avoir posé la première fois mes fesses sur la chaise. Je suis arrivée déshydratée, affamée et en panique totale. Juste avant, bien évidemment, beaucoup de gens étaient passés par la sélection, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis de la classe. Et alors là, pour le coup, niveau symbolique, c'était la catastrophe, puisque ceux qui partaient de la salle ne revenaient pas. Donc je peux vous dire que niveau représentation, niveau symbolique, niveau tout ce que vous voulez, ça travaille un max. Et l'inconscient, je peux vous dire que là, il commence à bombarder de mécanismes de défense. Et au début, on est un petit peu à l'aise, on regarde, on se dit ok, bon, lui ça va, je le connais, il a pas des bonnes notes. Elle ça va, je sais, elle a un projet pro de merde. Lui au contraire, aïe aïe aïe, il a un projet de doctorat en béton. Lui il veut faire un service civique, elle a fait des stages, etc. Et du coup, clac clac clac, tout se met en place. Et au début, on est un peu relevé, à la fin, hop. Et là, vous ne voyez quasiment plus. Donc, on est complètement en PLS, recroquevillé sur nous. Ça, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Bien évidemment, ça se trouve, j'étais pas complètement recroquevillée, mais psychiquement, je le ressentais comme ça. Et je pense que là-dessus, les professeurs le voient beaucoup. Donc, prenez le temps vraiment de respirer, vraiment de vous grandir, vraiment d'adopter une posture, je dirais, d'accueil. Ne soyez pas complètement verrouillé comme ça. Alors ça, pour le coup, les bras croisés, on m'a toujours dit que c'était une posture qui n'était pas accueillante. Voilà, faites attention évidemment, soyez pas complètement nonchalant, affalé sur votre chaise, mais là-dessus, je veux dire, si c'est confortable pour vous d'avoir les bras croisés, bah croisez les bras quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, je préfère quelqu'un qui est à l'aise et qui a les bras croisés que quelqu'un qui va avoir les bras qui se baladent dans tous les sens et qui va pas raconter quelque chose de cohérent et de construit. Et donc, du coup, à 12h30, quand tout le monde était passé, à un moment, la responsable du master passe sa tête par la porte et dit c'est bon, on en a terminé. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, ils m'ont oublié, donc ça veut dire que j'ai pas été réellement sélectionnée pour l'oral. Qu'est-ce qui se passe? C'était la panique totale. Donc là, j'ai levé fébrilement ma main en disant, s'il vous plaît, moi en fait, j'ai pas passé l'entretien, serait-il possible qu'un professeur daigne me recevoir? Du coup, là, la responsable de master a fait, mais bien sûr, Danae, venez par là, je vous en prie, etc. Et là, je me souviendrai tout le temps de cette phrase. La prof, donc la responsable de master, a dit aux autres profs qui se trouvaient dans tout un tas de petites salles où les jurys attendaient, pour le coup, qui veut prendre Danae en entretien? Et cette question-là, quand elle a dit qui veut s'occuper de Danae, c'est la dernière, on l'a zappée, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils peuvent me faire ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vous promets, c'était d'une violence, mais alors que pour eux c'était très oh bah désolé, pas de souci, voilà, viens par là, etc. Et je me souviendrai tout le temps, il y a une prof qui a passé sa tête par la porte et qui a dit ah non, non, moi il est 12h30, c'est bon, c'est la pause déjeuner, que quelqu'un d'autre la prenne. Ok, merci beaucoup. Et là, il y a une prof qui a dit oh bah pas de souci, venez Danae, je vous en prie, je vais vous recevoir. Ça tombait bien, c'était la deuxième responsable du master dans lequel je voulais aller, quelqu'un qui était d'une bienveillance mais juste incroyable. J'ai été dans un jury hyper bienveillant qui était composé d'une professeure et d'une psychologue, c'est-à-dire de quelqu'un qui était en dehors de l'université et très inscrite dans le terrain. Cette psychologue-là, elle avait une clinique passionnante qui résonnait véritablement en moi puisqu'elle était spécialisée dans tout ce qui était douleur chronique et handicap physique. Donc pour le coup, moi qui avais un parcours pro très orienté sur la clinique du trauma et la clinique du corps, tout de suite je me suis dit, toi ma cocotte, tu vas être ma copine et je suis sûre que tu vas être super cool avec moi. La professeure, je la connaissais, mais c'était important qu'elle me remette dans le bain avec tous ses travaux, etc. Et c'est surtout que j'ai senti la manière dont elles orientaient justement leur présentation, que ça pouvait potentiellement être des perches qu'elles me tendaient et que j'allais pouvoir réceptionner au moment justement du question-réponse. Et là, au lieu de me questionner justement sur beaucoup de choses, elles m'ont dit, allez-y, vous avez carte blanche, présentez-vous pendant 5 minutes. Et là, du coup, j'ai bombardé sur mon parcours universitaire, sur ce que je voulais faire, pourquoi, ce que j'avais fait, mes stages, mon mémoire, les bénévolats que j'avais pu faire, tout, mon projet pro, comment je me voyais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. J'ai tout fait de A à Z. J'ai même tellement trop fait que du coup, j'ai dépassé les 5 minutes. Et là, la prof m'a coupé net en disant « c'est bon, ça fait 5 minutes ». L'oral s'est donc continué de manière très bienveillante, avec un échange pour le coup de questions-réponses entre moi et entre les deux membres du jury, ce qui fait que je me suis sentie vraiment très en confiance et progressivement mes défenses se sont donc amenuisées. Et ça c'était top parce que pour le coup j'avais plus l'impression d'être à un oral de sélection mais plus dans une discussion élève-professeur ou étudiant-psychologue, ce qui était particulièrement agréable. Et au moment où du coup j'ai repris mes affaires, où je me suis levée pour quitter du coup cet oral-là, la prof, je me souviens tout le temps, m'a dit « Attendez 2 petites secondes, je vais vous poser juste une petite question de théorie, est-ce que vous connaissez les planches de la dépression du Rorschach ?» Voilà la question qui pour le coup m'a complètement paniquée, c'est-à-dire que j'avais
complètement baissé mon stress et là c'était remonté mais au sommet et je n'ai pas compris. En fait il s'avère qu'à Caen il y avait vraiment toute une question qui tournait autour de la présentation de l'étudiant, de la manière dont il s'intégrait, dans la manière dont il voyait son projet professionnel, etc. Et il y avait une autre partie qui était très sur la théorie. Et pour le coup, on avait tellement échangé qu'elle avait oublié, la prof, en fait, la question théorique. Et heureusement, mais heureusement encore une fois, j'avais fait mon mémoire sur la mastectomie et l'image du corps de la femme et j'avais utilisé les tests projectifs pour montrer à quel point un cancer du sein et l'ablation d'un sein, pour le coup, pouvait impacter l'image du corps et donc pouvait vraiment changer d'un point de vue identitaire la femme. Ce qui fait que j'avais en tête ces planches-là de la dépression et j'ai été juste hyper ébahie qu'elle me pose cette question-là à ce moment-là. Donc j'ai réussi tant bien que mal à me souvenir. J'ai cité 2 planches sur 3. Elle m'a dit « Ok, c'est bon, pas de souci. Bon, bah écoutez, on vous donne les résultats bientôt. » Et ce bientôt, j'étais dans ma tête, mais ça veut dire quoi bientôt? Ça veut dire dans 2 heures? Ça veut dire demain? Ça veut dire dans 1 semaine? Qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Et donc là, c'est opéré en moi, je dirais, le pire moment de toute ma vie. Je n'ai jamais ressenti un tel stress, une telle angoisse, puisqu'en fait, je n'avais plus les cartes en main et je n'avais plus le pouvoir sur ce qui se passait. Là où avant, je pouvais maîtriser mon oral, je pouvais maîtriser mon dossier de sélection, là, j'avais plus rien, ce qui fait qu'en fait, la décision était dans les mains de quelqu'un d'autre. Et rien que d'imaginer que mon destin pouvait être dans les mains d'un prof, ça me sidérait, ça me faisait extrêmement mal au cœur, je n'ai pas les mots pour ça, mais c'était vraiment la panique. Même encore quand j'en parle, je pense que vous ressentez avec moi l'angoisse que ça pouvait être, et c'était juste délirant. Beaucoup d'étudiants ont vécu la sélection de différentes manières. Je vous renvoie notamment à une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne avec Romane de l'Étoile, qui est psychologue du développement et qui, elle, a vécu la sélection plutôt bien, puisqu'en plus, il y avait une bonne ambiance dans son M1. Donc, encore une fois, tout est très différent en fonction des parcours, des ressentis des personnes, de la manière dont on est, la manière dont on est construit, etc. etc. J'ai donc attendu ce qui m'a paru être une éternité. Il me semble que c'était quelques jours. J'ai pas encore une fois les dates en tête. Et un matin, j'étais en train de faire un peu la grasse matinée, j'arrivais tranquillement à me ressourcer, à me régénérer, je dirais, de tout ce stress-là en dormant, notamment tard le matin. Et puis c'était aussi une stratégie pour ne pas voir le temps passer, de dormir, de dormir, de dormir. Et du coup, encore une fois, chose que je fais très rarement, mais là, je pense que inconsciemment, je savais que ça allait arriver dans ces jours-là, j'ai actualisé mon téléphone portable et là j'ai vu que j'avais un mail de Caen qui me disait que j'étais donc du coup acceptée en Master 2 et qu'il fallait que je valide le plus rapidement possible ce choix-là pour intégrer, pour bloquer ma place et pour ensuite lancer la procédure d'inscription. Et là, je peux vous dire que dans ma tête, pareil que quand j'ai reçu l'oral, ça a été extrêmement violent. Là, pour le coup, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Toutes les larmes que j'avais accumulées de stress, d'angoisse, d'incompréhension, d'énervement, de tristesse, de toutes les émotions du monde, sont parties, sont tombées. Et en fait, je suis arrivée en pleurs, le portable à la main, devant mes proches. Et ils m'ont tous pris dans les bras en me disant « C'est pas grave, tu retenteras l'année prochaine, t'inquiète pas, t'es la meilleure. » Et moi, je ne pouvais rien dire. J'étais là, comme ça. Je me souviens, c'était la panique. Mais en même temps, un tel soulagement. Et du coup, à un moment, je leur ai dit « Mais en fait, je suis sélectionnée, j'y vais. » Et là, ils m'ont tous dit mais pourquoi tu pleures comme ça? Mais c'est trop bien, machin. Et après, franchement, ça a été super cool à vivre en famille. Là où ça a été le plus compliqué, c'est que énormément de mes camarades de classe n'ont pas été sélectionnés. Il y avait eu beaucoup de compétitions, mais n'empêche que, étant quelqu'un d'assez sociable et surtout très bienveillant, j'avais beaucoup noué de liens avec ma promotion de Master 1. Et globalement, j'ai été l'une des seules, en fait, à être sélectionnée. Donc quand on vient de son université d'origine, ça ne nous donne pas forcément plus de chances d'être sélectionné. En tout cas, à Caen, cette année-là, il y avait eu 5 personnes qui avaient été sélectionnées, même pas la moitié, en tout cas, de l'effectif de Master 2 qui venait de Caen. Donc pour le coup, tout ça m'a vraiment mis à mal et je n'osais pas, je ne me sentais pas légitime à savourer ma victoire. C'était quelque chose de très compliqué, je l'ai peu mis sur les réseaux sociaux, je l'ai peu envoyé justement par message privé à plein de gens qui me demandaient. J'ai vraiment vécu cette jolie victoire, je dirais, très personnellement, en famille, avec mes proches. Et ça a vraiment été quelque chose de très particulier qui restera toujours dans mon cœur. Ça reste une étape, c'est quelque chose qui est vraiment venu cristalliser mon syndrome de l'imposteur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer une analyse personnelle parce que je sentais que ça allait être très compliqué pour le Master 2. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine Storytime. Voilà, cette Storytime est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter également des conseils, mais aussi beaucoup de choses qui vous permettront, je l'espère, d'être sélectionnés. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et d'ici la prochaine Storytime, je vous dis à très bientôt.